Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Akram Kharir. Bonsoir. Bonsoir Kamel Mansari. Bonsoir. Bonsoir Abed Sharif. Bonsoir. Ihsan Qadi n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a perdu sa maman hier, mais il a tenu à ce que le CPP se poursuive et le CPP a lieu aujourd'hui. C'est le meilleur des hommages que nous pouvons rendre à sa maman. On peut aussi éviter une altercation avec Abed Sharif, ça c'est clair. Abed, je reviens vers vous. Quelle est votre image marquante de la semaine? C'est pas une image, c'est une déclaration. C'est la déclaration de M. Ahmed Ouyahia. Je pense que ce sera la déclaration de l'été. Ce qu'il a dit à propos des migrants. On rappellera, nous avons toute la première partie du CPP pour rappeler ce qu'a dit l'ancien Premier ministre. Akram, qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez trouvé une image marquante de cette semaine? Le nouveau round de produits bannis à l'importation. Mayonnaise, chocolat et biscuits notamment. Oui. Non, tapis, marbre. Aussi, produits plastiques. Kamel Mansari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Une image. Tout d'abord, on va commencer par présenter notre condoléances à notre ami Qadi Hassan suite au décès de sa mère. Mais s'agissant de l'image de la semaine, je dirais que c'est Tebboune qui nous dit qu'il n'a pas un compte Facebook finalement. Celui qui a utilisé son compte sur Facebook n'est qu'un farceur. Donc voilà, un Premier ministre qui n'a pas de page Facebook. Le communiqué disait que ce n'est pas programmé. Ce n'est pas prévu qu'il y ait une page Facebook. Ouais. Oui, il fait tout ce que le contraire de son prédécesseur, Ahmed Sellel, qui avait un compte Facebook et Twitter. Un compte Twitter en arabe et en français régulièrement alimenté. Vous étiez un des followers du Premier ministre sur Twitter, Abed Sharif? Oui, ça m'arrivait de suivre ce qu'il écrivait. Non, c'était en fait très institutionnel, très officiel, pas très intéressant en fait. On commence ce café presse politique par des propos qui ont été tenus la semaine dernière, des propos qui ont beaucoup choqué, pas seulement les Algériens, mais aussi les partis politiques, les associations, les organisations de défense des droits de l'homme. Ces propos ont été prononcés par Ahmed Ouyahia, qui est certes chef de parti, mais aussi et surtout ancien Premier ministre. Il a déclaré sur la chaîne Nahar que l'immigration clandestine était source de crimes, source de drogue et bien d'autres méfaits. Le RND persiste et assume ses propos. Est-ce que ces propos vous ont choqué? Clairement oui, mais qu'est-ce qui a poussé selon vous, on va commencer par vous Kamel Mansari, qu'est-ce qui a poussé l'ancien Premier ministre à tenir de tels propos? Tout d'abord, de tels propos émanant d'un responsable qui est, premier responsable du parti politique, le RND, on le sait, mais avec sa double casquette de directeur du cabinet de la présidence, ce sont des mots qui sont lourds de sens, ce sont des mots qui impliquent l'État, qui peuvent signifier qu'ils sont l'extraction et l'émanation de la vision de l'État à l'égard de l'immigration clandestine. Tout d'abord, il faudrait qu'on essaye de recadrer les propos dans leur contexte. On est en train sur les réseaux sociaux et ailleurs, de soulever le problème de la présence de migrants ou bien de ressortissants des nations, des pays subsahariens en Algérie. Ça a créé une polémique. Monsieur Ouyahia a surfé sur la vague. Il a rebondi parce que il a été interpellé sur la question. Toujours est-il que ce sont des propos vraiment qui sont choquants, émanant d'un responsable politique. Quel que soit et en plus de ça, on sait que Ouyahia est un commis de l'État, il a la culture de l'État.
Et de tels propos sont lourds de sens et sont vraiment pénalisants et sont choquants parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont de tels propos qui peuvent être demain utilisés contre l'Algérie par des organisations internationales qui sont là à attendre de telles occasions, telles opportunités, de tels impairs, de tels dérapages pour noircir le tableau sur la situation des droits de l'homme en Algérie, notamment en matière de la traite humaine ou trafic humain, parce que l'Algérie est accusée de trafic humain et de la traite humaine. Donc c'est ça qui pourrait éventuellement demain faire beaucoup de mal à l'Algérie. Ce sont des propos vraiment qui ont surpris beaucoup. Abed Chalef, une fois n'est pas coutume, on va parler de votre papier de demain. On ne connaît pas les détails, mais on sait au moins qu'il y aura les mots Ouyahia, racisme, enjeux régionaux. Tu as vu juste, même si tu n'as pas lu le papier, c'est vrai. Non, en fait, dans ce qu'a dit M. Ouyahia, il faut séparer 2 ou 3 thèmes qui sont différents. On va commencer par le premier thème, c'est M. Ouyahia lui-même. Ce qu'a dit, les mots utilisés par M. Ouyahia sont des mots d'extrême droite. Et ce sont des mots qui complètent un petit peu le portrait du personnage, un portrait qui s'est constitué au fil du temps. Durant la campagne des législatives, si vous vous rappelez, M. Ouyahia a fait campagne sur un thème, c'était assez curieux, c'était la peine de mort. On était un peu surpris, pourquoi il a insisté sur ça. M. Ouyahia se présente aussi comme un homme d'autorité et d'ordre. Donc, si tu assembles ça, peine de mort, ordre, autorité, xénophobie, hostilité vis-à-vis des étrangers, ça te donne un homme d'extrême droite. Le portrait est complet. Donc, sur ça, il s'affiche publiquement. La Ligue de défense des droits de l'homme a publié un texte qui est très dur concernant M. Ouyahia, l'accuse de racisme de manière très claire. Donc ça c'est le volet Ouyahia. Il y a les autres volets dont on va parler tout à l'heure. Extrême droite, un homme d'extrême droite, est-ce que vous êtes d'accord, Akram Khalif, sur ces propos? Je suis d'accord. En plus, j'ai du mal à... j'ai beau être un petit peu jeune, mais un des premiers souvenirs que j'ai de Ahmed Ouyahia, c'est le décès d'une trentaine de détenus dans un fourgon cellulaire en 94, je crois, quand il était ministre de la Justice. C'était bien après. Ministre de la Justice. Ah non, enfin, le décès a eu lieu quand lui était c'était peut-être en 97. C'était pas Adami, non? Oui, allez-y. Ils sont morts étouffés et il n'y a eu ni excuse, ni reddition de compte, ni rien du tout. Donc je suis pas très étonné. Hein, le personnage est ce qu'il est. Sincèrement, je suis pas très étonné qu'il tienne ce type de propos. Par contre, même si on y reviendra tout à l'heure sur ça, mais par contre je pense que ça fait aussi partie d'une stratégie. Hein. Ce n'est pas une réaction épidermique d'un homme politique qualifié par Abed Chalef d'extrême droite. Moi je dirais d'une droite poujadiste à l'algérienne, populiste. Mais il y a autre chose aussi derrière, à mon avis. Est-ce qu'il y a essentiellement du racisme? Je ne pense pas, moi, que ça soit vraiment quelqu'un qui reflète, qui incarne l'extrême droite raciste à la Ku Klux Klan. Non, c'est ou bien similaire au parti nazi. Donc, parce qu'il faut déjà un substrat catholique, vraiment, enfin religieux, je veux dire, pour que ça soit vraiment pensé que mais lui, il est anti-islamiste. Donc, l'extrême droite a toujours s'est nourrie de la religion pour justifier la suprématie du blanc sur. À réagir avec ça toujours l'extrême droite a toujours s'est nourrie de la religion, de la puissance du blanc sur les autres races. Je crois que c'est ça, c'est un petit peu, mais bon, mais toujours on peut assimiler ça un discours extrême et xénophobe, mais nationaliste, oui. Dans la littérature du RND, la question sécuritaire, de la sécurité du pays a toujours été au premier ordre. Donc, chaque fois que Ouyahia trouve quelque chose qui menace la sécurité du pays, comme la migration clandestine, il se nourrit de ça, il l'utilise à des fins politiques, bien évidemment, et il l'amplifie pour
encore une fois, démontrer que le discours du parti est celui qui est le plus juste. Par exemple, l'Algérie est toujours menacée de part et d'autre. Maintenant, pour revenir à la question des migrants, il faudrait rappeler une chose, que ceux qui sont en Algérie, la plupart qui sont en Algérie, je parle des Nigérians par exemple, des Maliens, ce sont des citoyens qui sont en situation régulière. Ils rentrent au pays en Algérie de manière régulière. Ils ne sont même pas assujettis à un visa. Donc il faudrait comprendre ça. Par contre, ceux qui sont des réfugiés, là, ça relève du Haut Commissariat des Nations Unies. Donc, on ne peut pas imputer à l'État ou bien dire qu'ils sont des clandestins. Donc, ils ne sont pas des clandestins. Si, bien sûr, il faudrait définir les réfugiés. Je reviens et je précise que les Nigériens qui rentrent en Algérie, qui sont la majorité dans ce pays, ne sont pas des clandestins. Ils rentrent de manière régulière, sans visa. Maintenant, si Ouihia croit que ces gens-là sont des clandestins, il faudrait qu'il revoie ses notes d'un côté. Et autre chose, on a déjà vu que le gouvernement nigérien a voulu récupérer, faire rapatrier tous les citoyens nigériens qui sont en Algérie sous prétexte qu'ils sont en train de nuire à l'image du pays. Il y a eu un accord mais qui n'a pas apporté de résultats du moment que les flux continuent encore une fois. Et en même temps, il faudrait rappeler que l'Algérie est un pays de transit. Donc, il n'est pas un pays d'immigration pour qu'on puisse tenir un discours xénophobe ou raciste comme celui d'Ouihia. Donc, ça pas la peine. Donc, ils ne sont pas une menace pour l'emploi, ils ne sont pas en train de pomper comme les Tunisiens se sont plaints. Il faut se rappeler ce qui s'est produit en Tunisie entre les Tunisiens et les Libyens. Alors ces Tunisiens ils se sont dit il y a trop de Libyens, ils sont en train de comment dirais-je, sur le plan économique, de bouffer un petit peu du trésor du pays parce que tous les produits subventionnés sont consommés par les Libyens aussi. Ils n'apportent rien au pays sur le point de vue de la taxation. Donc ça, c'est un débat autre. Mais en Algérie, ces gens-là sont là en train de faire quoi? De la mendicité. Et on sait très bien qu'il y a des lois en Algérie qui interdisent la mendicité aussi bien pour les locaux que pour les étrangers. Donc il fallait déjà mettre en place, enfin, se faire exécuter ou appliquer les lois dans toutes les wilayas du pays où ils se trouvent, où on est parce que la seule visibilité, le seul problème dont on se plaint, ce sont des gens qui occupent des espaces, qui sont en train de faire de la mendicité, de vivre de la charité, mais c'est tout. Mais en faire un problème de menace nationale, comme essaie de le souligner, de le sous-entendre, je crois que c'est un peu fort de café. Non, c'est autre chose. Kamel Mansali a dit tout à l'heure que ce sont des propos qui impliquent l'État, parce qu'on se demande, est-ce que c'est Ahmed Yahya, le patron du RND, qui a parlé? Est-ce que c'est Ahmed Yahya, le directeur de cabinet du président de la République? Et cela nous incite aussi à rappeler les propos qui ne sont pas similaires, mais qui vont dans la même direction et qui ont été prononcés par le ministre des Affaires étrangères. Oui, bon. En fait, ce qu'a dit M. Ouihia donne ça sont le point de départ officiel de l'annonce d'une nouvelle politique. Donc, à côté du caractère, j'essaie de trouver des guillemets donc pour ces propos. À côté de ça, il y a une nouvelle politique qui se dessine. Alors, il y a des choses en Algérie auxquelles on ne prête pas suffisamment attention. La synchronisation de tout ce mouvement, moi je trouve que ça a été bien mené. Ça a commencé dans les réseaux sociaux. Donc des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ont développé un discours haineux vis-à-vis des migrants. C'était un peu pour préparer l'opinion. Et ensuite est venue la déclaration de M. Ouihia. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a embrayé sur cette déclaration. Alors il a utilisé des mots qui étaient plus pesés, plus politiques. Il a donné un peu de contenu politique au propos de Ouihia. Mais sur le fond, il dit la même chose. Il dit que les migrants constituent une menace pour la sécurité nationale. Il dit qu'il y a 5000 terroristes de pays donc venant d'Afrique subsaharienne qui sont un peu partout dans les réseaux dans le monde et donc qui nous menacent, et que l'Algérie a décidé de prendre des mesures urgentes. Il a annoncé des mesures urgentes. Tout ça montre que c'est quelque chose qui était réfléchi, qui était préparé en amont et qui est en train de se mettre en place. Maintenant, je ne peux pas ne pas faire le lien avec le départ de M. Lamamra, qui avait développé un discours sur l'Afrique, qui a fait
qui avait disons, une manière d'aborder ces problèmes et la brutalité dont la question est évoquée aujourd'hui. Ça suppose qu'il y a un élément nouveau qui a été introduit dans cette équation. Je note en parallèle que, par exemple, sur la Libye, le discours vis-à-vis du maréchal Haftar a changé. Il y a un hommage qui a lui été rendu, on lui a rendu hommage parce qu'il a repris Benghazi, etc. Et donc, on commence à en faire peut-être l'interlocuteur en Libye. Et donc, on est en train de dessiner une Afrique du Nord musclée avec des dirigeants autoritaires pour pouvoir discuter avec l'Europe. Et en Europe, le fait nouveau, c'est quoi? C'est Macron. Et là encore, on ne peut pas ne pas faire le lien avec une déclaration de Macron, moi que j'ai qualifiée de première bévue, grande bévue de Macron. C'est quand il a dit que le sous-développement de l'Afrique, c'est peut-être dû au fait que les femmes africaines font beaucoup d'enfants. Là aussi, il emprunte un cliché type d'extrême droite. Ça se rejoint. Tout ça fait un puzzle qui se rejoint un petit peu. Et donc, ce nouveau discours en Algérie est-il le sous-traitant du projet Macron pour la région, ou bien on anticipe quel est le lien? Donc ça va apparaître dans les semaines qui viennent, ça va apparaître. Et le Premier ministre français a un peu rectifié le tir hier en affirmant que, en termes d'accueil des immigrés et des clandestins, la France n'était pas encore à la hauteur de sa réputation. Akram Khalif, on parle des réseaux sociaux. C'est vrai qu'une campagne haineuse a commencé. On ne peut pas dire si elle était de grande envergure ou pas. Mais la riposte était bien là sur les réseaux sociaux contre cette campagne haineuse et surtout pour dénoncer les propos de Ahmadou Yahya. Elle était là, mais rien ne dit qu'elle ait été efficace. Il faut voir le message qui a été partagé, qui est de chasser les migrants d'Algérie, a été très, très, très largement partagé et suivi par les gens. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui a publié un post, enfin, c'était une réponse à un post, disant qu'il faut les tuer pendant la nuit. Oui, effectivement. J'allais parler de ça justement. Et on a l'apparition d'un mystérieux Front National algérien qui a été le premier vecteur de ce mouvement-là, de ces appels-là, dont les membres s'exprimaient en français au départ, puis ils se sont arabisés au fur et à mesure du succès de leur campagne. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Donc il y a campagne, il y a contre-campagne, mais les deux ne sont pas équivalents. Là où je voulais revenir, enfin, j'aurais aimé ajouter quelques éléments abondants dans le sens de Abed. C'est la troisième fois dans la journée que je renverse un café. Bon, ça arrive. C'est le café presse. Politique. Café presse renversé, oui. On a aussi le fait que l'initiative du G5 Sahel ait été très très mal prise par Alger. Parce que Alger n'a pas été invité ou parce que le président français a été on n'a pas été. Non, ce n'est pas qu'on n'ait pas été invité, on n'est pas impliqué. On n'est clairement pas impliqué dedans. Et on voit qu'il y a des forces qui n'ont rien à voir avec la région qui sont impliquées. Je pense à Israël, je pense à beaucoup de forces qui sont en train de graviter autour de ça. Donc Alger a assez mal pris la chose. Il se pourrait que ce soit aussi une réaction quelque part à cela, ou du moins une affirmation. On a aussi... En fait, il faut s'intéresser au public qui doit écouter ce message. Donc tu as trois publics. Le premier, c'est celui des migrants, de manière logique. Il y a un message qui leur est destiné, qui dit les autorités officielles ne veulent pas de vous ici en Algérie. Tu as un second qui s'adresse aux Européens, donc au client final de ces migrants-là. Et donc ce public-là, on essaye de lui vendre un double message. Le premier étant,
nous n'avons pas à être vos sous-traitants. Et le second étant, c'est un peu à cause de vous que ça se passe. Et c'est à cause des révoltes arabes et du printemps arabe que c'est en train de se passer. Donc ce qui est en partie faux, hein, parce qu'on voit que la nature des migrants, elle est disparate. Il y a beaucoup d'Érythréens, il y a beaucoup de Ghanéens qui n'ont absolument rien à voir avec la situation. Et tu as aussi un discours vers l'intérieur du pays et la diversion. On est toujours dans cette stratégie de diversion, à la fois diversion face à la crise et aux enjeux qui sont en train de venir, mais aussi distraction. On est en train d'amuser, de distraire le peuple en donnant et nous parlerons par la suite des réactions des autres partis politiques qui étaient un peu plus encourageuses. Oui, Kamel Mansali. Pour moi, c'est un jeu dangereux. Dangereux de vouloir donner l'impression, présenter l'image qu'on est en train d'endosser un discours occidental ou un discours qui pourrait cadrer avec toute la stratégie qui est mise en place pour que l'Afrique du Nord ou bien l'Europe soit au diapason, en harmonie dans une quelconque stratégie. Nous ne sommes pas un pays raciste. Les Algériens refusent d'être racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous avons été, à un moment donné de notre histoire, des réfugiés. Nous avons été des clandestins. Et si nous allons jouer à ce jeu-là, ça n'a aucun intérêt. Ça va se retourner contre nous parce que le peuple ne refusera toujours d'être raciste. La majorité des Algériens sont des gens qui sont accueillants, qui sont de bons samaritains, qui sont contre le racisme, puisqu'eux-mêmes souffrent du racisme. Et que ce soit sur le plan officiel ou populaire, nous avons toujours dénoncé les actes de racisme, que ce soit en Europe ou ailleurs. Comment se fait-il que nous allons, par miracle ou parce qu'il y a une stratégie, changer de mentalité et changer de façon de réfléchir pour devenir des racistes, ou bien endosser un rôle qu'on veuille nous prêter, qui cadrerait avec une quelconque stratégie dans le monde. Non, je crois que c'est... Je ne sais pas. Je suis en train de dire que, par exemple, ce que pose comme postulat Betcharef, il dit il faudrait des hommes nationalistes, toi aussi. Il y a un courant nationaliste qui pourrait éventuellement présenter, je ne sais pas moi, une vision ou bien une stratégie qui cadrerait avec la démarche dans le monde. C'est-à-dire que les changements qui sont en train de se produire dans le monde. Pour revenir à la question des subsahariens, l'Algérie, qu'elle est devenue un terrain d'accueil ou bien provisoire, parce que nous n'avons jamais été une terre d'immigration, nous avons été une terre de transit, parce que la plupart des migrants qui sont des subsahariens au préalable préféraient la Libye, qui était la terre, qui était le lieu de transit. Et ben la situation dans ce pays-là a fait que tous les immigrants se sont rabattus sur l'Algérie, parce que l'Algérie est actuellement calme, paisible, il n'y a pas. Et ce phénomène-là que nous n'avons pas pris, nous n'avons pas eu l'habitude d'avoir autant de nombre. Avant, c'était le square Port Saïd pour trouver des Noirs, ou bien des subsahariens, il fallait aller au square Port Saïd, ou bien dans quelques quartiers. Maintenant, c'est devenu visible. C'est parce qu'il y a un flux énorme que devait supporter la Libye, qui est retombé sur l'Algérie. C'est ça. Mais la question, pour faire en sorte à ce que ça va nous transformer du jour au lendemain en un peuple raciste ou un gouvernement raciste ou xénophobe, ça, je crois que c'est à contre-courant de ce que nous avons toujours été, d'un côté. Et de l'autre, les propos de Msahel, ils entrent dans le cadre de ce qui a été toujours débattu au sein de l'Union africaine ou bien avec les interlocuteurs européens, que l'immigration, elle a pour cause la pauvreté, les conflits, et que c'est un effort conjugué qui doit être fait par tout le monde. Donc je ne crois pas que Msahel a donné la réplique à Ouihia pour que ça soit dans le même sens. Parce qu'on a Tebboune qui a dit le contraire. Voilà. Il a dit le contraire. Nous n'avons pas de problème. Donc il y a pratiquement un cafouillage, il y a une contradiction dans le discours. Donc il n'y a pas on n'est pas dans le même discours là. Donc Tebboune a vraiment qui est au-dessus de Msahel et de Ouihia. Il dit le contraire. Nous n'avons pas de problème avec nous. Nous sommes africains, nous sommes profondément humanistes. Donc il y a quelque chose qui dénote qu'il y a cafouillage et que tous les trois hommes, chacun parle d'un son de cloche différent. Alors il y a une note d'espoir, c'est évidemment la réaction de certains partis politiques. On
sait pas si parce qu'ils ne sont pas racistes, parce qu'ils dénoncent les propos racistes, ou parce qu'ils le font pour dénoncer seulement Ahmadou Yahya. On parle du FFS, du RCD, et surtout du MSP, qui ont dénoncé avec vigueur les propos de l'ancien Premier ministre Abd Shelf. Comment est-ce que vous définiriez ces réactions? Ça détruit tout simplement ce que disait Kamel Mansari quand il dit nous sommes ou là nous ne sommes pas. L'Algérie est diverse. Elle est diverse. Il y a de tout. Sur les réseaux sociaux se sont exprimées les deux franges les plus extrêmes. Et on n'a pas de statistiques pour pouvoir savoir qui. Je n'ai pas donné de pourcentage. J'ai juste noté qu'il y a des courants radicaux qui se sont exprimés, beaucoup d'empathie chez les uns, beaucoup de haine chez les autres. Quand on dit que nous sommes un pays hospitalier, nos traditions, etc., c'est ce qu'on disait à propos de notre islam qui est tolérant, qui est ouvert jusqu'à ce qu'on ait le GIA et tout ce qui s'est passé en Algérie. Donc, et il y a cette vision un peu figée des choses qui fait que ça aussi, j'en parle au niveau régional. Alors, Akram a soulevé, à mon avis, une question qui peut être centrale dans tout ça, c'est cette histoire de dispositif militaire pour le Sahel. L'Algérie n'y est pas. Je n'ai pas les éléments nécessaires pour dire quelle était la bonne option. Mais ce que je constate, c'est que l'Algérie est toujours dans le pouvoir algérien et dans une vision de citadelle. Nous sommes un pays assiégé. Nous avons le plus grand nombre de frontières fermées dans le monde, je pense. On met un dispositif pour contrecarrer donc tout ce qui peut venir de l'étranger. Et puis, on tient cette position. On ne se rend pas compte que, quitte à se répéter, je vais me répéter, le Sahara, c'est une autoroute aujourd'hui. La Méditerranée, c'est la plus grande autoroute du monde. Les frontières physiques traditionnelles ont disparu. Le monde est en train de s'organiser de manière différente. Nous avons une classe politique, nous avons, je vais dire, un cercle de dirigeants. Les gens qui prennent la décision sont des gens qui ont un type de raisonnement précis qui n'a pas pris toute la mesure de ce qui est en train de se passer dans le monde, et notamment de l'évolution des frontières. Sur la question des migrants, on va encore se répéter, si l'Algérie se maintient si la crise économique se maintient en Algérie, d'ici 2030, on aura 1 million de subsahariens qui vont s'installer en Algérie. S'il y a un rebond du prix du pétrole, si l'économie repart, si on a une bonne direction économique et si le pays devient prospère, on peut avoir 3-4 millions de migrants d'ici 2030-2035. C'est quelque chose qu'il faudra gérer. On aura des Tunisiens, on aura des Marocains. Nous sommes un pays qui a désappris à vivre avec les étrangers. On ne sait plus comment cohabiter avec les étrangers. Et un étranger, en Algérie, un étranger, c'est un phénomène étrange. Ce n'est pas un étranger, il est étrange. Alors que les pays qui sont en train de réussir, si tu vas à Qatar, en France, tous les pays qui sont dynamiques, ce sont des pays qui ont intégré la mondialisation, y compris. Alors, et là, c'est quelque chose, je vais terminer par là. Accepter les étrangers, accepter les migrants, ce n'est pas du laxisme. C'est un effort d'organisation supplémentaire qu'il faut faire. Malheureusement, j'ai le sentiment que, en l'état actuel des choses, l'Algérie n'est pas capable de le faire. Une dernière question rapidement, avant de poser une dernière question. Donc, dans ce cas-là, si nous sommes capables d'accueillir 3 millions de migrants d'ici, quand les choses sont prospères, même hors prospérité, nous sommes capables d'accueillir 1 million. C'est vrai que, ça veut dire que nous sommes prêts, que nous ne sommes pas vraiment des racistes, et qu'il y a franchement de quoi accueillir tout ce monde-là, si nous avons l'intelligence telle que l'a signalé Abed, de savoir utiliser l'immigration dans un but
purement économique ou purement de développement, c'est-à-dire tout chercher les potentiels qui peuvent se trouver au sein de cette main-d'œuvre. Bien sûr, il faudrait trouver la main-d'œuvre qualifiée parce que toutes les grandes nations se sont développées avec une main-d'œuvre qualifiée de haut niveau, pas avec de petits de bâtisseurs, enfin de petits métiers. Ceci dit, de notre côté, nous n'avons pas les lois. Donc c'est ce moment-là qu'il faut, parce que Ouihia certes, il est allé dans ces propos-là, mais en même temps, il a demandé à ce qu'il y ait des lois. C'est le cas pour d'autres, parce que nous sommes en plein préparation de la loi sur le refuge. Donc c'est déjà un pas. Et autre chose, c'est que le fait de dire que c'est un phénomène étrange, l'immigration, les migrants est un phénomène étrange. C'est vrai, ça s'est produit avec les Chinois. Quand les Chinois étaient là en Algérie, on n'arrivait pas, en bon nombre, nous avons été surpris par un flux immédiat de sortie de nulle part de Chinois. Il fallait déjà composer avec ces gens-là, mais on n'a pas réagi en tant que racisme. Il y avait plutôt de la mauvaise éducation, de l'incivilité vis-à-vis des Algériens. Parce que nous ne pouvons pas dire que l'Algérien est raciste ou bien xénophobe, du moment que, déjà, il faudrait qu'il apprenne à vivre avec l'étranger, tout d'abord, parce que là où il y a autre chose, les Syriens sont bien intégrés en Algérie, on les a accueillis. Est-ce que c'est une question de couleur ou c'est une question de religion? Parce que les Syriens, 25 000 jusqu'à 70 000 Syriens, on n'a jamais, ils sont en train, eux aussi, il y en a certains qui sont dans les feux rouges en train de faire de la mendicité, on n'en a pas fait un problème. Mais dès qu'il s'agit de subsahariens, on a déjà parlé de maladies, on a parlé de... Là, il faudrait aussi réfléchir à ce comportement-là. Est-ce que vous pensez que ces campagnes haineuses et que les propos notamment d'Ahmedou Yahia, comme le disent certains, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que vous pensez que ça peut préparer une grosse campagne d'expulsion comme cela s'est passé il y a quelques mois avec les milliers de Nigériens? Oui, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. C'est le type de réponse que c'est actionner rapidement le gouvernement. Mais on ne peut pas, attention, il y a autre chose. Ces gens-là sont en situation régulière. Ils rentrent avec des passeports, ils ne sont pas assujettis à des visas. Il faudrait réfléchir à ça. Ils sont, après 90 jours, ils sont en situation irrégulière. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais posé le problème. Est-ce que vous pensez que ça... Non. Mais vous pensez que ce sont... La seule chose, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un au CPP a dit que l'Algérien était raciste. En entendant tes propos. Alors, tu es en train de dire qu'il y a des propos haineux sur Facebook, qu'il y a eu des campagnes. Toi-même, tu m'as parlé du Front National. Là. Mais ces gens-là ne représentent pas l'Algérie. Absolument. Voilà ce qu'il fallait dire. Il fallait ajouter ça. C'est clair. C'est pour ça que j'ai demandé des statistiques. Est-ce que les racistes ne représentent pas l'Algérie, Abd? Non, pour moi, non. Pour moi, ils ne représentent pas l'Algérie et ils ne doivent pas représenter l'Algérie, c'est évident. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je fais ces projections d'ici 2030, en 2030, nous serons plus de 50 millions d'Algériens. Si on a 3 millions d'étrangers qui vivent en Algérie, ça représente 1%, 1,5%. 2% de la population, 1,5%. C'est rien. Moi, je vais plus loin. Un pays a besoin d'un pourcentage d'étrangers pour pouvoir vivre dans le monde actuel. Il y a des pays où la population, les pays les plus dynamiques, ce sont les pays où la population étrangère représente entre 5 et 10% de la population. C'est les pays les plus dynamiques au monde. C'est des faits de sociologie, d'économie qui sont là. On devrait les regarder, essayer de comprendre ce que ça représente. Et les pays où il y a le moins d'étrangers, c'est la Corée du Nord, c'est faux. C'est faux. La Chine, il y a beaucoup d'étrangers, mais le Japon, chouïa. Merci beaucoup. On se retrouve dans un tout petit moment. Restez branchés sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Bonsoir à tous, bienvenue à la deuxième partie du CPP. Nous sommes en direct sur Radio M avec Akram Khabif, Abed Sharif et Kamal Mansari. Alors habituellement, on commence toujours la première partie avec l'image de la semaine. Eh bien, on commencera aussi la deuxième partie avec l'image de la semaine parce qu'en fait, Akram a oublié l'image qu'il voulait donner. Je vais vous aider un peu, Akram. Je vais vous aider. J'ai servi dans de nombreux pays en tant qu'ambassadeur, dans des pays qui sont encore plus avancés par rapport au Canada en termes de PIB, en termes d'intelligence. Je citerai notamment l'Allemagne. Qui a dit ça ? Un grand diplomate, Hossein Mghar. L'ambassadeur d'Algérie à Ottawa. Exactement. Il a beaucoup de tact. Voilà. Oui, diplomatique. Oui. Qui doit être le tact, le premier atout d'un diplomate. On passe donc nous sommes à la deuxième partie du café presse politique. Nous avons parlé de politique pendant la première partie. Pendant la deuxième partie également, on va décider, on va se poser une question. Comment est-ce que Abdelmajid Tebboune passera l'été, le premier été de Abdelmajid Tebboune en tant que Premier ministre? Il y a eu beaucoup d'effets d'annonces, beaucoup de critiques de ses prédécesseurs, le Premier ministre, les ministres aussi, beaucoup d'effets d'annonces, comme la création notamment d'une inspection générale pour réguler les comptes publics, comme l'interdiction de plusieurs produits à l'importation. Alors, comment est-ce qu'on peut juger ces effets d'annonce du nouveau Premier ministre? Est-ce que c'est du concret ou est-ce que c'est pour amuser la galerie, Abed Sharif? Non, ta question est trop orientée pour que je puisse répondre. Pourtant, il y a deux possibilités. Non, tu me dis amuser à la galerie, c'est quand même... Et j'ai dit aussi, est-ce que c'est du concret? Non, je pense que M. Tebboune, c'est quelqu'un qui est au gouvernement depuis pas mal de temps. On va dire depuis pas mal de temps, pour ne pas dire depuis des décennies. Sans compter les 10 ans de traversée de désert, bien sûr. Il était au gouvernement et donc on a vu sa manière de gérer. Et un ministre qui dure aussi longtemps, c'est quelqu'un qui, avec le temps, recense ce qui lui semble ne pas marcher. Et donc il se dit, je vais faire ça, je vais prendre telle mesure, telle décision, etc. Mais tout ça, c'est des mesures techniques en étant généreux. On va dire que c'est des mesures techniques. Alors que les problèmes du pays sont d'ordre politique et structurel, organisationnel. Créer, par exemple, tu as cité, créer une inspection pour vérifier les comptes publics ou pour vérifier le... On a une administration qui ne fonctionne pas. Donc, ça va être une structure qui ne va pas fonctionner non plus. Et on va se retrouver dans une situation où les choses roulent d'elles-mêmes. Ça va aller en roue libre. Il va essayer d'interdire. Il excelle dans l'interdiction et un certain nombre de choses. Il va essayer de lancer de nouvelles initiatives, mais l'appareil de fonctionnement administratif est tellement faible, est tellement incapable de faire les choses que ça ne peut pas déboucher sur quoi que ce soit. Akram, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats concrets, à de la bonne volonté avec ce nouveau gouvernement, ou est-ce qu'on est trop dur? On n'est pas trop dur, hein, on est objectif. Ils ne peuvent pas. C'est juste mathématiquement impossible. L'autre jour, pour expliquer à quelqu'un un peu la situation dans laquelle on est, je lui disais, tu plantes un caillou par terre, tu as beau l'arroser tous les jours, prier Dieu pour qu'il y ait quelque chose, il ne poussera rien de ce caillou. On est exactement dans la même situation. Ce système de gouvernement est improductif. Il repose essentiellement sur une administration qui est très forte, qui est omniprésente, omnipotente même. Il repose sur une administration qui a en elle un moment d'inertie, qui donne l'impression d'un fonctionnement et qui ne fonctionne pas. Donc c'est pratiquement impossible qu'il y ait, malgré toutes les bonnes volontés, moi je lui accorde le fait qu'il ait probablement de la bonne volonté et même de l'amour pour ce pays, ce peuple et ce gouvernement, mais c'est tout à fait incroyable de perdre du temps à annoncer la création d'un organisme pour la vérification des comptes en Algérie, alors
qu'on a gelé les activités d'une Cour des comptes qui existe depuis 1962. C'est pas normal. Il serait plus judicieux, par exemple, de réactiver cette Cour des comptes, de lui donner plus de pouvoir. Pourquoi pas ? Pourquoi faire ? Tu sais, j'écoutais quelqu'un un économiste qui s'appelle Norm Dahi, qui dit des choses qui sont très simples, qui sont très innovantes. Je pense qu'il a une qualité essentielle. Il est en dehors de l'appareil gouvernemental. Donc, il voit les choses comme un homme raisonnable et sensé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit ? Il propose des choses. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est pas ça qui est important. Mais parmi les choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, il te dit il ne faut plus donner un dinar à Sonelgaz pour les investissements. Alors, c'est un point de détail. Il dit Sonelgaz doit investir 2 milliards de dollars pour avoir une production qui va permettre de combler, de répondre au pic de demande inter-août. Quand il fait très chaud. Alors, tu as 2-3 journées où on atteint un pic de la demande. Et ensuite, on n'utilise plus cette capacité de production. Il te dit, il ne faut pas donner à Sonelgaz cet argent pour répondre au pic. Il faut dire aux Algériens, écoutez, on va souffrir pendant 2 jours pendant l'année et ces 2 milliards de dollars, on va construire 4 hôpitaux avec. Mais qui va dire ça aux Algériens ? Qui est assez crédible pour le dire aux Algériens ? Qui va proposer les solutions alternatives ? Qui va faire... Voilà. Ce gouvernement est là depuis des années. Il a des documents de sa propre administration. Il a des documents externes. FMI, Banque mondiale, consultants, think tanks, etc. Il est incapable de les exploiter. Il prend des mesures. Il y a quelqu'un qui vient, qui présente un plan. Voilà un plan. Le gouvernement en prend 1 ou 2 qui lui conviennent. Il oublie que ces 2 points vont dans une logique avec le reste. Il prend 2 points. Il tue donc les 2 points, les dermes. Il les tue, il les dévalorise, il les rend improductifs, il les rend négatifs. Et il avance. Voilà où on en est. Ça, il y a aussi autre chose. Un gouvernement qui a pris l'habitude de gérer ce pays en dormant le soir et on se réveille le matin avec ce qui se produit, en ayant l'œil attentif, enfin l'oreille et l'œil attentif sur ce qui se passe sur les marchés mondiaux du pétrole. C'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire que nous avons tellement appris à gérer le pays avec l'argent produit par le pétrole qu'on n'arrive plus en même temps de créer des segments, d'exploiter des segments qui sont capables de générer des entrées financières. Sonatrach se targuait d'avoir fait un bénéfice de 270 milliards de dinars, mais en même temps, c'est un pays où l'on voit que le prix du pétrole descend toujours au-dessus des $50. Et même si on essaye de faire du forcing avec au sommet mondial de l'énergie, on n'arrive toujours pas à apprendre à gérer ce pays hors hydrocarbures. Certes, nous avons certains segments qui peuvent nous ramener pratiquement de la plus-value. Dans le secteur du tourisme, nous sommes en plein été et on n'a pas pratiquement, on vient juste d'avoir un nouveau ministre du tourisme. Nous sommes au Tebboune qui vient et qui annonce que sa priorité sera le BTPH, c'est-à-dire continuer le programme qu'il avait lorsqu'il était ministre de l'Habitat. Donc forcément, il est attendu sur ce terrain et les Algériens n'ont aucun discours que ça. Beaucoup de familles sont en train d'attendre que la rentrée scolaire, enfin les demandeurs de l'ADL sont en train de savoir, se posent la question, est-ce qu'ils vont inscrire les enfants dans leur nouveau site ou bien encore ils vont passer une année loin sans recevoir leur logement. Il y a beaucoup qui disent que ça se terminera jusqu'à 2018. Et le folklorique, pour un petit peu revenir aux réseaux sociaux, sur Facebook, puisqu'on a commencé la discussion sur ce qui se produit sur Facebook, on entend l'humour,
enfin l'ironie, c'est de parler de suspension du chocolat, l'importation du chocolat et de la mayonnaise. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas trouvé le moyen de réduire les dépenses que d'aller arrêter l'importation de ces deux produits, alors que d'autres produits comme je ne sais quoi moi sont toujours disponibles. C'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire que ça nous démontre l'incapacité du gouvernement de trouver de solutions et d'aller vers le bricolage ou des solutions conjoncturelles, mais qui en réalité ne font que retarder la crise et la prolonger en même temps. Et là, nous sommes en plein été, il n'y a pas encore d'effet d'annonce importante, pas d'annonce importante de réforme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rentrée sociale difficile ? Est-ce qu'elle sera difficile, la rentrée sociale, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces plus importantes au mois de septembre ? Je pense que la rentrée sociale se passera normalement. Il n'y aura pas de gros conflits sociaux. Ce qui risque d'être compliqué, c'est l'après loi de finances 2018. C'est là où les choses vont apparaître. S'il y a augmentation du prix de l'essence, par exemple, s'il y a augmentation du prix de l'énergie, etc., ça risque de compliquer les choses l'année prochaine. Mais sinon, je vois pas. Est-ce que vous regrettez Abdelrahman Ben Khalfa, non ? Pourquoi le regretter ? C'est quelqu'un qui, il avait, comment on dit là, il a de la bagoue. Bon, c'est quelqu'un qui parlait pour ne rien dire, mais qui surtout ne faisait strictement rien. Donc ceux qui lui ont succédé ne font rien. Est-ce que vous connaissez le nom du ministre des Finances ? Mohamed Raouia, ancien patron des impôts. Le ministre du Commerce ? Monsieur Sassi. Non, Sassi. Donc voilà. Ancien Wali. Ils sont là, c'est des administrateurs, ils essayent de gérer des secteurs avec une vision qui est extrêmement étroite et limitée à leur secteur, alors que ce qu'il faudrait, c'est définir une vision qui soit beaucoup plus large, qui soit plus cohérente. Moi, ce que je retire en fait de l'expérience qu'on va vivre avec le gouvernement Tebboune et qu'on va subir en fait, c'est que jusqu'à un certain moment, je pensais qu'il était possible que la solution pouvait venir de l'intérieur du pouvoir, de l'intérieur du système. Du moins, la solution technique. Au moins, la solution technique, il y avait dans les administrations, dans la haute administration, qu'il y avait des gens qui étaient capables de tenir un discours. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre de ce côté-là et que des petits groupes d'économistes, 2-3 économistes, un petit groupe comme Nebni, un autre économiste qui agit ailleurs, sont capables de concevoir quelque chose qui est plus solide, qui est plus consistant que ce que propose le gouvernement. Voilà, il n'y a plus rien à attendre de l'intérieur. Et est-ce que vous connaissez le nom du ministre du Tourisme ? Non. Hassan Marmouri, il a été nommé aujourd'hui. Il était jusque-là directeur du livre au ministère de la Culture. Donc il va inciter les gens à lire sur les plages. Peut-être. Ça va peut-être. Sur les plages de Annaba, peut-être où les femmes ont décidé de faire. Ça va peut-être compenser partiellement une autre mesure absurde du ministre de l'Intérieur sur la gratuité des plages. Voilà, c'est du populisme. Ça va séduire les gens. Mais on ne se rend pas compte que les plages ont besoin d'être entretenues, d'être nettoyées, d'être gérées, qu'il y a un flux de voitures, un flux de gens qu'il faut organiser, etc. Et quand on dit que le tourisme peut générer de l'argent, eh ben c'est ça. C'est ces petits boulots qui sont là, qui peuvent faire... Le ministre de l'Intérieur a balayé ça d'un revers de la main. Ça dure depuis des années et voilà, et ça ne résout rien. Donc à l'entrée des plages, on va trouver des livres qui nous attendent avec le ministre de l'Intérieur, c'est ça. Et peut-être que vous trouverez le livre que vous cherchez, Kamel Mansari, depuis plusieurs jours. Merci à vous d'être venu au Café Presse Politique. Une pensée pour Ihsan Qadi qui n'est pas avec nous, mais qui sera avec nous la semaine dernière. D'ailleurs, je vais l'informer s'il écoute le CPP. Ihsan Qadi, tu seras avec nous la semaine dernière pour le dernier CPP. Qu'est-ce que je dis, le dernier ? Oui, le dernier de l'année, le prochain CPP qui sera aussi le dernier de l'année, donc le 19 juillet 2017. Vous ne serez pas avec nous à Kalam Khalef, vous serez en vadrouille quelque part, vous aussi Kamel Mansari.
Abdelchalef sera là avec d'autres amis. Ça, c'est toi qui le dis. À nous, excellente fin de semaine. Il va garder la boutique. Et on se retrouve mercredi prochain pour le dernier CPP. Monologue. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.